L'endométriose, c'est quoi? L'endométriose est une maladie liée à la présence d'œstrogène. L'œstrogène, en gros, elle va aider à la production d'un endomètre. L'endomètre, c'est ce qui est à l'intérieur de l'utérus, c'est ce qu'on perd au moment des règles. Quand on a des règles abondantes, on voit toujours le sang qui coule par le vagin, mais derrière, il y a deux trompes qui sont perméables. L'ovaire n'est pas accolé à la trompe et il va y avoir du sang qui va s'écouler dans la paroi abdominale. Normalement, ce sang finit par être digéré, puis on n'en parle plus jusqu'au mois prochain. Et puis, on ne sait pas pourquoi, mais certaines patientes vont avoir des cellules endométriales qui sont anormales et qui vont garder un potentiel. C'est un mauvais terme, mais c'est peut-être plus explicite, c'est un certain jeunisme, on va dire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en fin de vie, elles vont rester là. Elles vont se mettre sur les muqueuses qui entourent l'utérus. Donc on va voir l'ovaire, on va avoir le ligament utérosacré qui relie l'utérus au sacrum, on va avoir derrière le tube digestif, devant on va avoir la vessie, on a les fossettes ovariennes. Tous ces lieux-là de la paroi abdominale vont pouvoir être colonisés par ces cellules endométriales et ne vont pas être digérées. En fait, elles ne vont pas être en fin de vie. Et du coup, ce tissu endométrial va être sur des localisations qu'on appelle ectopiques, donc anormales. Et lors du nouveau cycle, sous l'influence de l'œstrogène et de la progestérone qui sont produits par l'ovocyte au moment de sa maturation, ces hormones vont influencer ce tissu-là également. Mais comme c'est dans des localisations qui ne doivent pas être, on va saigner aussi, c'est-à-dire ces cellules endométriales vont saigner également dans ces endroits-là. Donc l'idée, c'est pour ça que c'est important de prendre une contraception qui tente d'assécher en fait l'endomètre. On va prendre une hormone, plutôt progestérone, puisque ça va contrebalancer. L'œstrogène, elle a plutôt pour vocation de favoriser la vascularisation, alors que la progestérone va être plutôt dans l'autre moitié du cycle et favoriser la vasoconstriction. Donc en fait, cette progestérone, elle va venir assécher. Et donc, le but, c'est d'assécher l'endomètre, le tissu endométrial, où qu'il se situe, pour éviter de saigner. Quels sont les symptômes? Paradoxalement, il y a des patientes qui ont de l'endométriose, qui n'ont aucun signe. Ça, je pense qu'il faut quand même le savoir, parce qu'il n'y a pas de lien entre l'importance des lésions et les signes cliniques qui sont évoqués. Voilà. On peut avoir de l'endométriose et n'avoir aucun souci, et toute sa vie. Ça a été confirmé parce que on s'est retrouvé à devoir autopsier des patientes et on s'est dit tiens, il y a de l'endométriose et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plainte du tout durant sa vie. À part ça, ce qu'on constate et ce qui va nous alerter, c'est déjà le fait que d'avoir des ménarches, les ménarches c'est les premières règles, souvent douloureuses et souvent, et parfois, c'est pas toujours lié, hémorragique. Donc ça peut être un élément. Alors, les premières règles sont généralement un peu douloureuses, parce qu'il y a cette mise en route, on va dire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, ça va être de plus en plus douloureux. Et c'est ça aussi. On regrette que le diagnostic soit aussi long, puisque en moyenne, j'espère qu'on s'améliore là ces dernières années, en moyenne il faut 7 ans pour faire un diagnostic d'endométriose. Mais il faut quand même qu'on ait ce temps-là. C'est-à-dire, une adolescente qui a ses premières règles douloureuses, il ne faut pas tout de suite se dire « tiens, c'est de l'endométriose ». Non, il faut attendre. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir un absentéisme scolaire. C'est ce qu'on va essayer de rechercher. Est-ce que ces signes se sont aggravés avec le temps? Est-ce que ça a eu un impact dans sa vie quotidienne? Mais à partir du moment où ça a un impact et s'il y a une détresse chez les patientes, alors là, il faut essayer de comprendre. Et surtout, il faut essayer d'éliminer les autres causes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des hémorragies parce qu'on a un trouble de la coagulation. Et ça serait dommage de passer à côté. On peut avoir des agénésies, des organes génitaux. Enfin bref, bien sûr qu'à ce moment-là, il faut rencontrer un gynécologue. Et pas tout de suite se dire « ah, c'est une endométriose ». Néanmoins, on sait qu'il y a de l'endométriose chez les adolescents, donc il faut être amené à poser ce diagnostic. Comment se passe le diagnostic? Déjà, on va écouter l'histoire de la patiente, l'histoire de ses douleurs, qu'est-ce qu'elle a pris comme traitement, les anti-inflammatoires, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a déjà eu des pilules de mise? Et ça, on le fait depuis très longtemps. La première chose qu'un fait un médecin généraliste, c'est dire bon, on va mettre sous pilule et peut-être que ça améliorera les choses. Ça améliore les choses, tant mieux. Et puis point. Pas forcément besoin d'aller aussi loin. Si par contre ça améliore un temps et qu'après ça revient, et qu'il faut changer de pilule. Quand on commence à changer de pilule tout le temps,
Là, déjà, soit c'est parce qu'on n'est pas patient, parce qu'il faut quand même attendre un petit peu avant de changer de pilule, soit il faut quand même commencer à se poser des questions. Et après, c'est les examens paracliniques. Alors, les examens paracliniques, on parle beaucoup de l'IRM, mais l'échographie, alors c'est vrai que la particularité, c'est que ça doit être fait par des gens qui ont l'expérience de cet examen. Une échographie, dans un diagnostic d'endométriose, on va utiliser du gel ou de l'eau pour essayer de déployer un peu les cul-de-sac et pour aller voir ces lésions précisément. Et il faut un œil aguerri à ce diagnostic qui nous permette de confirmer qu'il y a des lésions d'endométriose. Néanmoins, l'endométriose superficielle ne se verra pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont en cours, donc il n'y a rien de finalisé, mais on a un espoir sur ce test salivaire, puisque l'idée c'est, et si on ne peut pas faire l'IRM, je ne sais pas, claustrophobie par exemple, ou si l'IRM ne montre rien, l'échographie ne montre rien, est-ce que le test salivaire finalement nous permettrait pas de dépister? A priori, il a une sensibilité, une spécificité pratiquement de 95%, ce qui est pas mal, et ça nous permettrait quand même d'être, je dirais, plus attentifs et plus aguerris au suivi de ces patientes-là. Quels sont les impacts sur la vie quotidienne? C'est là où moi je vais avoir un biais, parce que je peux vous parler de la douleur chronique en fait. Et finalement, on retrouve nos patients douloureux chroniques. Ce qui est particulier, c'est que au départ, c'est une douleur récidivante. C'est une douleur qui est en lien avec les cycles, et donc ça revient régulièrement. Il y a des moments où il y a moins de douleur. Et puis on se rend compte que la douleur, elle devient de plus en plus longue dans le temps. Et en fait, c'est là où va se manifester tout le cercle vicieux de la douleur chronique. C'est-à-dire qu'une douleur chronique, il y a plusieurs formes. Il y a des douleurs par excès de nociception, donc liées à la maladie inflammatoire qu'est l'endométriose. Donc on va utiliser des traitements anti-inflammatoires, on va mettre une pilule, on va mettre des antalgiques. Il va y avoir des conséquences réactionnelles autour, les muscles vont être contractés, et c'est là-dessus où moi j'avais essayé de vraiment avancer. Et en effet, on se rend compte qu'avec une bonne kiné, avec des gens formés, on améliore nettement ces douleurs pelviennes. Quelles sont les approches complémentaires non médicamenteuses? Alors, dans les approches complémentaires non médicamenteuses, on parlera du TENS, bien sûr, l'appareil de neurostimulation. Alors, ça, c'est un appareil qui est venu sur l'idée du gate control. Ce qu'on appelle le gate control, c'est qu'un nerf, il a des grosses fibres qui sont les fibres sensitives et des petites fibres qui sont les fibres de la douleur. Lorsqu'il y a une lésion sur ces grosses fibres sensitives qui sont périphériques, il faut vraiment vous représenter ça comme un câble. Donc il y a les grosses fibres autour qui sont les fibres sensitives et à l'intérieur les petites fibres de la douleur. Il suffit qu'il y ait 2 à 3% des grosses fibres qui soient atteintes pour que ça ne bloque plus les petites fibres. En gros, les grosses fibres bloquent les petites fibres et il suffit de 2% de grosses fibres abîmées pour que ça ne bloque plus suffisamment les petites fibres et qui, elles, vont aller lancer cette douleur neuropathique. Imaginons une autoroute, les gros camions sont devant et viennent bloquer et arrivent avant les petites voitures. Si mon camion a une panne, il va se retrouver sur le bord de la route et ma petite voiture, elle va réussir à aller au but. Et c'est ça la douleur neuropathique, c'est ma petite fibre qui va informer plus vite que ma grosse fibre. Le nerf, c'est de l'électricité. Si je mets un appareil électrique en regard de cette fibre nerveuse, je vais envoyer du courant sur cette grosse fibre, qui est d'abord périphérique dans ce câble, et donc ça va recruter un maximum de grosses fibres. Et en recrutant un maximum de grosses fibres, c'est comme si je reboostais mon camion, je vais faire taire la petite fibre. Comment fonctionne un TENS? Alors, c'est des électrodes reliées à un appareil, ou pas, parce que maintenant il y a des versions sans fil. En gros, on va mettre des sortes de patchs avec un petit fil, un petit câble, et ce câble va être relié à mon appareil. Ou pas, parce que maintenant il est sans câble. Voilà. Et donc on va augmenter, on va mettre à une certaine fréquence et une certaine intensité, et on va venir couvrir la douleur par ce message électrique qui va progressivement être plus entendu, il ne va plus être entendu. Et donc ça soulage. Bien sûr, c'est un palliatif, et tant que je le mets, ça soulage. Une fois que je l'arrête, alors on dit qu'il faut l'utiliser beaucoup au départ parce qu'on pense qu'il y a un post-effet. Je dis souvent, alors c'est pas scientifique ce que je dis parce que j'essaie de trouver des images parfois. C'est un peu comme si vous utilisiez chaque nerf avec une batterie, quoi. Vous venez, vous gonflez à bloc la batterie, comme ça quand vous l'arrêtez, l'électricité qui est cumulée dans cette batterie va être encore utilisée. Donc plus on va l'utiliser, plus on va avoir ce qu'on appelle un post-effet efficace. Donc ça c'est assez intéressant.
Et puis l'avantage, c'est que ce n'est pas un traitement médicamenteux, parce qu'une douleur neuropathique, sinon, c'est les antiépileptiques. Alors, ce n'est pas des bons antiépileptiques, puisqu'ils sont voués à la douleur neuropathique. C'est la gabapentine et la prégabaline. On sait que la prégabaline, il y a aussi des risques addictogènes. C'est des traitements qu'on va mettre longtemps. Chez des gens qui travaillent, la gabapentine, normalement, est contre-indiquée quand on conduit. Et quelquefois, pour avoir une douleur neuropathique, il faut augmenter doucement, pas mal. Alors, dans l'endométriose, honnêtement, on ne l'utilise pas à forte dose, vraiment des petites doses et ça suffit. On ne va pas guérir la douleur, c'est ça qu'il faut comprendre. On va la soulager. La soulager pour pouvoir avoir un projet de vie qui ne sera pas forcément celui qu'on s'est fixé au départ. Il va peut-être changer parce que la maladie fait que les projets que j'avais ne pourront pas mener à bien. Alors il y a deux façons de faire, hein. Soit je résiste et je dis je ne veux pas, je ne veux pas. Il y a des gens qui y arrivent très bien et ça leur plaît et ça va comme ça. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas ou qui rentrent en résistance contre elles-mêmes. Je dis se battre contre soi, c'est vachement fatigant. Moi, ma théorie, c'est qu'il ne faut pas perdre son temps à perdre son temps. Il ne faut pas se battre contre soi. La première chose, c'est d'être sympa avec son corps. Et heureusement qu'on a mal, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas de système de la douleur. S'il n'y avait pas de douleur, ils meurent plus vite d'une péritonite parce qu'ils n'ont pas été informés. Donc c'est comment en faire un compagnon de route plus silencieux, qui me permette de vivre et d'avoir un confort de vie. Mais on ne promet pas la lune, hein. Clairement, pour l'instant, si on avait une baguette magique, on serait tous contents. Combien de temps utiliser Intense? Je fais beaucoup d'achats, donc c'est souvent plus de 6 mois. Mais j'avoue qu'à un moment, parfois, elles les abandonnent. Alors, elles le gardent, elles l'ont sur le côté, parce que quand il y a un moment un peu plus compliqué, elles vont le réutiliser. L'appareil de neurostimulation, il aide bien souvent beaucoup au départ. Parfois, les patientes sont un peu déçues de se dire « bah ouais, mais quand j'arrête, la douleur, elle revient ». Bah oui, en fait, c'est ça, c'est comme un traitement, quoi. Le temps de la pause, on est soulagé. L'avantage, c'est que c'est pas un traitement médicamenteux. Donc, on n'embête pas le foie, on n'embête pas les reins. Et c'est quelque chose qui est accessible à de nombreuses personnes. Peut-on travailler avec Intense? Là, chaque métier vous dira oui ou non. Je vois mal une femme en train de faire les enrobés avec Intense, quand même. Voilà. Mais je pense que si on a un travail administratif, c'est possible. Voilà, il y a des patientes qui le mettent en évidence, il y en a d'autres qui vont savoir le cacher, il y en a d'autres aussi qui me disent moi je le mets 1 heure avant d'aller travailler parce que je sais que le compliqué c'est la mise en route. Il y en a d'autres qui vont dire par exemple on va faire une marche. C'est compliqué, je vais le mettre pendant ma marche. Il y en a qui vont dire moi ça ne me dérange pas d'avoir des câbles alors que je marche, alors que d'autres qui vont dire j'arrive à aller plus loin parce que je gère mieux la douleur à ce moment-là, et d'autres qui vont dire non, moi je fais ce que j'ai à faire et après je vais mettre mon test. Comme la cuisine, hein, chacun fait un peu sa recette.